Léon Marchand, tout le monde parle de lui cette semaine, triple médaille d'or pour le moment, on tentera avec notre équipe de percer le mystère de ce monstre de la natation. Rugby à 7, triathlon, VTT, judo, une pluie de médailles pour les Français et quelques désillusions, on en parlera ensemble. Alors que des milliers de spectateurs sont à Paris, comment est l'organisation? Notre équipe nous apportera son regard. Une nuit au jeu, épisode 2, c'est parti. Bonsoir, bienvenue dans Une nuit au jeu. Pour revenir sur cette première semaine des JO et quelle semaine pour la France, on va évidemment parler avec l'équipe olympique qui m'accompagne de nouveau, Bastien, Elena, Charlotte et Mérélis. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après cette première semaine, comment vous vous sentez? Comblé, globalement, on a eu des très gros résultats. On a beaucoup de médailles. Je crois qu'il y a uniquement les États-Unis qui font mieux, si je dis pas de bêtises. Voilà, non, en vrai, très content, très satisfait de cette première semaine. Et on a eu des records olympiques, etc. On a eu du beau spectacle, donc c'est vraiment cool. Toujours aussi impatient de voir la suite et excité de ces premiers résultats qui étaient exceptionnels. Ouais, pareil, des très bons résultats, beaucoup de médailles, une super ambiance globalement. Donc, très bonne semaine. Ouais, c'était une bonne semaine. Ouais, on se place du coup deuxième pour l'instant sur le classement des médailles. Et ouais, on a eu des beaux résultats dans un peu tous les sports. Donc c'était beau à voir. Et justement, on va commencer par parler de celui dont tout le monde parle cette semaine, le roi, le petit prince, la légende. On ne trouve plus assez de mots pour qualifier cet exploit et ses performances. Je parle évidemment de Léon Marchand, triple médaille d'or pour le moment. Il va concourir aujourd'hui, au moment où on enregistre, pour une quatrième médaille en 200 mètres 4 nages. Avant de revenir tous ensemble sur ce nouveau monstre de la natation et les raisons de son succès, Elena, tu vas nous donner avec Laurine quelques infos méconnues sur le jeune athlète dans ton portrait. Aujourd'hui, on va vous parler de Léon Marchand, le nouvel ogre de la natation. Déjà triple champion olympique de ces Jeux olympiques de Paris, Léon Marchand suscite l'intérêt de tout un peuple. Voici plus d'informations sur son histoire fascinante. La première chose à savoir sur le Toulousain, c'est qu'il n'a pas toujours pratiqué la natation. En effet, durant son enfance, il s'est essayé à plusieurs sports, rugby, judo, mais très vite, il croise le chemin des bassins et animé par une soif insatiable de victoire, il continue dans cette dynamique. Rapidement, victoire après victoire, il se fait une place dans le monde de la natation. Et ce, grâce à une technique imparable. Vous devez sûrement vous demander comment il parvient à dominer ainsi ses adversaires. La réponse est simple et réside probablement dans ses coulées. Il utilise une technique nommée l'ondulation du dauphin. Et Léon Marchand possède et maîtrise parfaitement cette technique et ce mouvement qui rappelle simplement la nage du dauphin, ce qui lui permet de gagner de précieuses fractions de seconde sous l'eau, contribuant ainsi à ses nombreux succès jusqu'à maintenant. Dernier fait que vous ne connaissez pas sur notre champion, c'est qu'il possède également une passion pour l'aviation. Effectivement, le jeune Français a une passion pour l'aviation et a passé ses brevets de pilotage. Ainsi, que ce soit sous l'eau ou dans les airs, Léon Marchand survole ses adversaires. Et oui, Léon Marchand surpasse ses adversaires. Et justement, qu'est-ce qui fait pour vous sa différence? T'en parlais déjà un peu, Elena, mais quels peuvent être les autres paramètres qui font la différence par rapport à ses adversaires? Pour moi, il y a une grosse part de génétique aussi. Ses deux parents étaient anciens nageurs, donc j'imagine que ça aide déjà un petit peu. C'est dans les mêmes disciplines hein, que le sprint. Le sprint, si vous n'avez pas les gènes pour, vous aurez beau vous entraîner plus que tout le monde, vous passerez peut-être jamais sous les 10 secondes. Donc voilà, il y a une grosse part de génétique et après, il y a aussi plein d'autres choses, mais je vais essayer de dire Charlotte. Ouais, aussi, il est entraîné par Bob Bowman, qui est l'ancien entraîneur de Michael Phelps. Donc, il est entraîné aux États-Unis, qui est c'est une autre méthode d'entraînement que du coup en France. Donc, ça a peut-être aussi joué un rôle dans sa réussite et pour le conditionner à devenir vraiment le meilleur, quoi, parce qu'ils ont des très gros effectifs aux États-Unis en natation. On l'a vu, ils ont eu beaucoup de médailles là cette semaine, donc c'est aussi sûrement une des explications.
En parlant d'États-Unis, comme le disait Charlotte, on peut aussi retrouver son parcours universitaire qui est un atout aussi pour lui et qui lui a permis de développer des techniques de haut niveau. Et justement, sur les États-Unis, c'est vrai qu'ils ont peut-être aussi des centres d'entraînement, des, piscines, olympiques qui sont peut-être meilleurs pour une préparation, Bah, ils ont enfin, c'est connu qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus d'infrastructures, pour le sport en général, même pas que pour la natation et c'est vrai qu'en France, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce qu'il y a moins de moyens, vu, le coût, des études, universitaires, aux États-Unis, ils ont beaucoup plus, puis c'est financé, par le privé aussi. Donc ça explique qu'ils ont des bien meilleures infrastructures et que ça aide, bah, les athlètes à progresser, de la meilleure des manières, ce qui n'est pas forcément. Ouais, c'est ça, les États-Unis, c'est aussi un système qui est fait pour créer des champions. Mais après, ils n'ont pas non plus un système comme nous en France, on peut avoir un niveau amateur développé. Eux, le sport amateur, ça existe pas. Ils n'ont pas de quatrième, cinquième, sixième division. Nous, en France, on a tout ça dans énormément de disciplines. Mais du coup, ça empêche certes de peut-être développer uniquement un ou deux champions par catégorie. Donc là-bas, ils développent le sport jusqu'à l'université globalement et à la fin de l'université. Et si les athlètes passent pas pro à la fin de leur université, normalement, ils sont censés avoir un diplôme pour ensuite pouvoir rentrer dans une vie plus lambda, on va dire. Mais du coup, une fois qu'ils ont loupé le coche pour passer pro lors de leur période universitaire, entre guillemets, leur rêve de sportif de haut niveau s'arrête. Du coup, il y a peut-être un peu plus d'exigence aussi aux États-Unis pour atteindre finalement, ces objectifs, bah, avant la fin de ses études. Après aussi, vu qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'athlètes et vu qu'il vient de France, il était peut-être passé un peu plus inaperçu qu'en France, quand il y a un athlète comme ça qui émerge et qui est vraiment bon, on va tout de suite lui mettre beaucoup de pression médiatique, on va tout de suite beaucoup parler de lui. Et c'est vrai qu'en s'exilant, entre guillemets, aux États-Unis, il a peut-être eu moins de pression et il s'est peut-être retrouvé un peu plus au milieu de la masse et ça l'a peut-être aidé justement à moins voilà, subir la pression des médias et arriver en France bah, un peu protégé de tout ça. Quoi. Même si là, on parle beaucoup de lui, mais juste avant les JO, il était peut-être Mmh. un plus protégé. Quoi. Bah, ce qui est sûr, c'est Ouais, que on le connaissait finalement pas beaucoup. Pardon. Ce qui est sûr, c'est Pardon, que du excuse-moi. coup, il y a un niveau qui est un niveau global qui est extrêmement relevé là-bas, parce qu'il n'y a pas que des Américains, il y a aussi de nombreux sportifs étrangers comme Léon qui sont dans le même cas. Donc ça fait des groupes d'entraînement avec un niveau extrêmement élevé. Et c'est comme tout, hein, plus tu te tires la bourre avec des gens forts, bah, plus tu vas progresser encore et encore et encore et encore. Donc voilà, il y a aussi, c'est là où je pense ils peuvent faire la différence. Et après dire qu'il a moins de pression, peut-être que en arrivant, il avait peut-être moins de pression, mais dès ses premiers coups de bassin en compétition, il a été repéré tout de suite par bah, justement son coach, les spécialistes de la natation là-bas, et c'est devenu la star des bassins aux États-Unis sur toutes les compétitions interuniversités, etc. Donc là, c'est sûr, il change de dimension en rentrant dans les jeux, mais il avait déjà cette étiquette de cible à aller chercher à chaque fois qu'il concourait en compétition. Après, il a aussi, on a aussi beaucoup parlé, il a aussi expliqué qu'il avait un préparateur mental, qui est quelque chose d'un peu nouveau aussi dans le sport de haut niveau, bah d'avoir quelqu'un qui te suit justement pour pas subir trop la pression et le stress, etc. Donc il a expliqué qu'il avait ce préparateur mental et que il se conditionnait à perdre. Enfin, il se disait si je perds, qu'est-ce qui se passe Bah rien entre guillemets. Et du coup, ça l'aide à donner le meilleur de lui-même sans pour autant se dire bah si je perds tout et c'est là. Ouais, ça l'aide vraiment à relativiser. Ça se sent vraiment quand on le voit arriver même, ou même après les épreuves, il est plutôt, il a l'air vraiment dans sa bulle et pas justement réagir à la pression. Notamment, bah, là forcément en plus il est en France, il y a la clameur, du public français et il reste vraiment focus, sur son objectif, sans se laisser dépasser par ses émotions et ça se ressent, j'ai l'impression en tout cas. Et justement, on parlait aussi un peu de génétique, tu en parles un peu plus, Elena, dans ta rubrique.
Il a un père aussi qui était athlète, il me semble, qui a fait pas mal de natation à haute compétition. Un papa et une maman, hein, tous les deux qui avaient un très très bon niveau en natation et qui lui ont permis d'a- d'aboutir aussi à un espoir olympique, même si, comme il le dit dans une interview, son papa ne voulait absolument pas qu'il parte dans la natation et dans ce milieu qu'il connaissait assez bien et qui savait probablement fatigant et surtout énergivore en termes de préparation. Bah, ce qui est sûr, c'est que ça aide énormément dans le sens où, enfin, alors là, après, point de vue génétique, des fois, c'est un peu aléatoire. T'as beau avoir des fois les parents les plus forts du monde, ça veut pas dire que tu vas forcément hériter de ces gènes-là. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'avec deux parents qui ont touché bah, le niveau olympique, hein, les deux ont fait des finales olympiques en natation, bah, ils connaissent le milieu, ils connaissent la façon de s'entraîner, ils connaissent bah, et aussi ils ont des relations hein, au sein des fédérations, au sein ils connaissent les gens à qui s'adresser. Son père est devenu journaliste derrière, donc maintenant aussi il a pu aussi coacher son fils vis-à-vis des médias. Donc globalement tout a été construit autour de lui pour que justement ça reste un qui s'amuse dans la piscine. Et c'est comme tout, tant que tu t'amuses dans un sport à haut niveau, bah globalement t'as pas forcément trop de limites. Et quand on a son talent comme lui aussi, bah du coup les limites il y en a pas vraiment. Donc tant que ça restera un jeu pour lui, il va continuer à tout casser. Après, bah ouais, natation c'est un sport assez ingrat. Ils font des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Au bout d'un moment, quand on a ras-le-bol de nager, bah je pense que bah, t'as beau tenter tout ce que tu veux, bah tu peux pas y mettre les mêmes ingrédients qu'au début quoi. Ouais, c'est ce que disait un peu Florent Manodou, qui avait justement fait une pause pendant un moment parce qu'il en avait marre forcément de tout le temps, voir les carreaux, de la piscine et il s'était planté au handball, je crois aussi, pour essayer de tenter une autre discipline. Après, on parle de ses parents, on parle aussi, enfin, on parle pas assez de son frère qui est son plus grand supporter et pour qui il réalise la majorité de ses exploits. C'est vraiment pour la recherche de cette fascination de la part de son frère qui est toujours là pour lui finalement. C'est ça, donc vraiment un cocktail autour de lui, un entourage, je pense qui l'entoure beaucoup, des gènes et puis on l'a dit, une préparation aussi optimale, aux États-Unis qui font, aujourd'hui le succès de Léon Marchand. Et est-ce que pour vous justement il a des chances avec, tout ce pactage qu'on vient de citer pour pourquoi pas, atteindre une nouvelle médaille à la fois ce soir et aussi, en équipe, ce week-end? Bah, vu ce qui s'est passé en série et en demi-finale, il a, je pense, largement les capacités de pouvoir remporter, bah, la médaille du 200 4 nages, pardon. En tout cas. Après en relais, je crois que c'est un petit peu, plus, compliqué au niveau des autres effectifs, français. Je sais pas exactement, j'ai pas trop regardé, quels étaient les autres relayeurs. Après il a peut-être moyen, du coup de rattraper le coach, avec son relais à lui. Et par contre, il a dit hier soir qu'il était très très fatigué, qu'il était un peu à bout, quoi. Avec toutes ses courses, les séries, les demi, d'avoir fait deux courses, deux finales en une journée. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il se repose et avoir du coup ce qu'il peut donner. Je crois que c'est ce soir la finale du 4x200, enfin du 200 cadenages, pardon. Donc ouais, à voir. Mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de courses, donc il doit être vraiment fatigué. Ouais, et aussi, bah, du coup, pour le relais, j'ai vu qu'il participerait uniquement si le relais, enfin, si l'équipe atteignait la finale. C'était du coup, entre guillemets, sa condition. Après, bah, il pourra sans doute pas gagner tout seul, hein, donc si les autres, globalement, on a des très bons nageurs en France, des nageurs solides, capables de faire des finales olympiques, etc. Mais on n'a pas forcément le top du top du top du top du top. Mais c'est comme ça un peu dans toutes les nations. Donc, si tous les nageurs font leur nage comme ils savent le faire, vraiment à bloc, à bloc, à bloc, il y a vraiment une grosse chance de médaille. Donc, voilà, il n'y a pas de raison. Et ce soir, ouais, finale. Hier, il a expliqué qu'il était très très fatigué parce qu'avec l'adrénaline de son doublé, pardon, ça l'avait fait se coucher à 4 heures du matin. Il avait dû reprendre à 11 heures avec la première série, etc. Donc là, normalement, il a pu bien quand même bien mieux se reposer pour aujourd'hui.
Il a que sa finale entre guillemets ce soir. Et après, il aura le relais. Donc, normalement, il devrait retrouver un petit peu de forme, même si, émotionnellement parlant, c'est sans doute aussi usant. Et on suivra évidemment tout ça. Tu voulais rajouter un truc sur Léon Marchand, Elina? Revenir sur ce que Charlotte et Bastien ont dit, en relais, il sera pas tout seul et il pourra pas faire l'exploit pour le reste de l'équipe. Maintenant, on a toutes nos chances de parvenir à une médaille supplémentaire en relais. Complètement, et on regardera ça dès ce soir. Là, dans quelques minutes, on devrait connaître le résultat pour Léon Marchand ce soir. Et puis demain pour l'équipe de France de natation, voir pour les relais comment ça se passe. Puis on en reparlera évidemment sur nos réseaux et la semaine prochaine tous ensemble. Et puis évidemment, Léon Marchand, c'est pas le seul athlète français qui a performé cette semaine. On va évidemment y revenir. On a au total pour l'instant 8 médailles d'or. On est deuxième, c'est ce que l'un d'entre vous disait en début. Au début, en tout cas, on est deuxième au moment où on enregistre l'émission. Si vous deviez retenir qu'un seul succès français, justement, quel serait ce succès-là? Alors, au-delà des succès que j'ai l'habitude de citer, qui sont majoritairement le judo, je retiens surtout, je pense, Pauline Ferrand-Prévot cette semaine, en vélo, qui a été vraiment, enfin en cross-country, qui a été vraiment exceptionnelle et qui a su montrer et parvenir au titre ultime qui lui manquait, qui était la médaille d'or pour les JO. C'était vraiment la seule médaille de son palmarès qui lui manquait. Et ce que je retiens aussi, c'est vraiment sa mentalité et vraiment sa capacité à être humble au moment où elle se fait interviewer et au moment où elle réalise en fait qu'elle a vraiment cette médaille d'or. Ouais, on peut vraiment noter son fair play. J'ai trouvé en interview qui était quand même à noter, assez important. Et ça fait du bien aussi de voir du fair play. Je suis pas étonné de nos Français, mais c'est quand même beau à noter. Moi, je voulais souligner, du coup, bien sûr, la victoire de Pauline était extra. En plus, il y avait une autre Française, Loana Lecomte, qui, elle, malheureusement, a chuté. Mais du coup, moi, je voulais plus revenir sur le triathlon français, donc avec la victoire de Cassandre Beaugrand, un plateau féminin et aussi masculin qui sont extrêmement relevés. On a des Français qui arrivent à se placer dans les top 5, top 10 régulièrement en championnat du monde. Mais là, du coup, aller chercher l'heure pour Cassandre qui fait juste la course parfaite finalement, tout le temps dans le top 5, du début jusqu'à la fin, et elle met entre guillemets une dernière cartouche pour assommer tout le monde dans les deux derniers kilomètres. Donc c'était vraiment extra. Et après, du coup, il y avait aussi la médaille de bronze de Léo Berger en triathlon masculin. Là, du coup, ses concurrents qui étaient devant lui en course à pied sont vraiment trop au-dessus sur la partie course. Ils sont capables d'atteindre des vitesses vraiment que personne n'arrive à suivre. Donc voilà, c'est une troisième place amplement méritée et dont ils peuvent se féliciter. En plus, ils étaient dans la Seine. L'épreuve a été décalée justement à cause de la qualité de l'eau. Et ils étaient quand même dans un cadre assez somptueux pour pouvoir jouer et courir ce triathlon. Ouais, moi du coup j'allais parler aussi du triathlon parce que c'est un sport que j'admire beaucoup. C'est hyper dur. C'est hyper complet comme épreuve. Mais du coup, ce que j'ai aussi retenu, c'est au niveau de l'escrime. Il y a eu quand même pas mal de médailles cette semaine, notamment la médaille d'or, enfin la finale entre les deux Françaises en sabre, si je me trompe pas. Du coup, c'est Manon Apiti-Brunet qui a gagné la médaille d'or. Et j'ai trouvé déjà l'ambiance dans la salle était assez incroyable. La finale entre Françaises, donc on était sûr au final d'avoir la médaille d'or. Et c'était quand même assez serré, donc c'était quand même stressant et tout. Il y a aussi des finales par équipe. Je crois qu'il y a eu la médaille de bronze pour une équipe masculine. Et pareil, hyper serré, hyper stressant et tout. Donc j'ai beaucoup aimé regarder ça parce que l'ambiance était vraiment assez folle. Donc voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais, Charlotte, c'est vrai que la finale entre Manon et Sarah, du coup, pour la France et pour assurer une médaille d'or, c'était vraiment beau et surtout à la fin quand on voit finalement Manon et Sarah toutes les deux idolatées par le staff français, c'est vraiment une image qui reste sur cette semaine.
Alors moi, la performance française qui m'a marqué cette semaine, du coup, c'était celle de Félix Lebrun en tennis de table, donc qui est arrivé en demi-finale. Parce que le tennis de table, donc c'est une discipline où la France a du mal à se démarquer à chaque fois au jeu. Donc, depuis 1992, on n'a pas eu de médaille dans ce sport-là. Donc ouais, il a bien remonté le niveau cette année. C'est vrai que c'est un sport où on est peut-être un peu moins performant, peut-être aussi en termes d'équipement, c'est pareil, c'est un sport peut-être un peu sous-estimé par la France et moins on investit un peu moins. C'est un sport qui est hyper dominé depuis très longtemps par les Chinois. Donc ils ont quasiment le monopole sur la médaille d'or quoi à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est super dur de se hisser dans le dernier carré. Donc c'est une très belle performance déjà là, de se hisser en demi-finale quoi. Moi, j'avais juste du coup un autre sport que je voulais ajouter, c'était du coup la médaille de bronze en BMX Park d'Anthony Jean-Jean, qui a bah, du coup en gros le BMX ça se note, c'est la combinaison de deux runs, du coup ils appellent ça. Et Anthony Jean-Jean rate un peu son premier run malheureusement avec une erreur qui le fait mettre pied à terre, mais il produit sur un deuxième run peut-être sans doute le meilleur run de tous les JO. Mais du coup, à la combinaison des deux, ça le fait tomber en bronze. Mais il a pu faire un run exceptionnel et les commentateurs étaient juste en folie. Ils étaient complètement choqués. Il a sorti sur le début de son run des figures que personne ne tente d'habitude, avec une prise de risque extrême. Donc voilà, je voulais saluer en vrai cette performance-là. Et en plus, lui aussi était très déçu malheureusement parce qu'il savait qu'il avait produit un run extra, mais malheureusement la combinaison des deux faisait qu'il ne tombait que troisième. En fait, je suis assez d'accord, c'était assez incroyable son run, mais en fait, c'est pas la combinaison des deux, c'est le meilleur des deux en fait qui compte. Et du coup, comme c'est un sport à jugement, c'est vrai que c'est assez subjectif en fait, et on s'attendait à ce qu'il soit premier du coup, et au final, avec bah, les juges qui ont estimé il était moins bon que les autres. Donc c'est assez dommage. D'ailleurs, il en a parlé hier matin en interview pour dire que bah, du coup, vu que c'était un sport à jugement, il était déçu, mais il pouvait pas vraiment y faire grand-chose, quoi. C'est vrai que c'est un peu compliqué les sports à jugement. Va y en avoir un peu plus encore la semaine prochaine et je pense que ce sera peut-être un sujet qu'on traitera plus en profondeur. Mais c'est vrai qu'il y a un côté de subjectivité qui est présent et ça peut emmener à des désillusions un peu plus importantes pour nos athlètes. Et justement, on va parler un peu plus de ces désillusions-là. On en a eu quelques-unes cette semaine. Bon, déjà, le mot désillusion est peut-être un peu fort et il faudra le relativiser. Mais je pense notamment à la performance de Clarisse qui s'attendait forcément à une médaille d'or et qui obtient quand même le bronze. Ça reste à noter. Je sais pas ce que vous en avez retenu de son match de demi-finale du coup loupé, et quel regard vous portez dessus et qu'est-ce qui lui a manqué justement pour atteindre la médaille d'or. Alors moi, je dirais qu'il a rien manqué à Clarisse. C'était un match magnifique. Malheureusement, ça finit comme ça finit puisque elle finit sur une erreur. Hein, on va le dire clairement. Elle finit, elle domine la durée du combat et en fait, à la fin, elle se fait dominer et c'est ce qui suffira à son adversaire en fait bah, pour la battre. Clarisse aurait certainement dû attendre le golden score. Malheureusement, quand on a l'envie et quand on a la possibilité d'essayer de défendre et d'y aller, enfin d'attaquer plutôt et d'y aller, et ben on y va, on le fait et ça passe ou ça casse. Et bah, pour Clarisse, ça a cassé et c'est comme ça que ça se finit. Après, on en retient quand même une médaille. Pas les médailles auxquelles elle nous a habitués, certes, mais une médaille et une belle médaille quand même pour la France, avec un combat qui aurait évidemment pu se dérouler autrement. Ouais, bah c'était, c'est sûr, assez décevant, mais donc au final, elle gagne quand même une médaille, donc c'est quand même une petite consolation. Après, c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui connaît pas grand-chose aux règles, en tout cas du judo, qui regarde ça un peu bah, justement que aux Jeux Olympiques, c'est vrai que ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça se joue souvent vraiment à rien en fait, à une pénalité ou à un mouvement comme ça qui vient d'un peu de nulle part. Donc c'est vrai que bah en fait on a vu beaucoup de favoris finalement se faire sortir directement dès les huitièmes ou les quarts. Donc je pense que c'est malheureusement un sport qui se joue un peu comme ça
souvent à pas grand-chose. Donc c'est dommage, mais c'est le sport, quoi. Eh ben, on peut le voir avec Clarisse, mais on peut le voir aussi avec Teddy Riner qui finit son premier combat sur un golden score et avec pas mal de shido et de cartons, quoi. Donc il a cette chance aussi, lui, de pouvoir passer à ce premier combat en golden score. Ouais, bah du coup, le judo c'est vraiment un sport cruel. T'as beau être globalement le meilleur, ça peut jouer sur un rien du tout. Bah, Teddy Riner quand il perd enfin sur où il perd son invincibilité depuis 10 ans, ça joue sur pas grand-chose. Hein. C'est lui qui attaque et il se fait contrer, et bim sur le dos et voilà. Donc c'est un peu la même chose pour Clarisse. On a eu la même chose avec la judokate Uta Abe, qui était la grande favorite, qui écrase globalement la concurrence. Et on l'a vu bah, déchirer à la sortie du tatami. Donc voilà, donc on était un peu déçus, je pense plus pour elle que qu'autre chose, parce qu'on la voyait surtout tellement dominante par rapport au reste. Donc on attendait aussi cette première médaille d'or en judo. Et au final, bah, ça s'est envolé un peu malheureusement sur une petite erreur qui casse tout, mais elle va quand même chercher cette médaille de bronze et d'une très belle manière en plus. Donc non, pour moi, ça reste quand même des jeux réussis pour Clarisse. Et même en termes de désillusion, il y a aussi celle de Kevin Meyer. On l'a appris hier soir, justement, il a annoncé son forfait. C'est une potentielle chance de médaille d'or pour la France. Il a été médaille d'or au dernier JO, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non. Non, il a été médaillé de bronze ou d'argent parce qu'il avait fait une première journée de son décathlon un peu ratée. Il avait eu de nombreuses douleurs, etc. Et au final, il avait réussi à faire un comeback sur 3 épreuves, il me semble, où vraiment il écrase tout le monde et il prend énormément de points. Mais ouais, bah en fait, Kevin Mayer, on s'y attendait un peu, hein, malheureusement. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que il a attendu aussi longtemps pour le dire. Après, je comprends, c'est un ego de champion. Il a préparé 4 ans de sa vie pour ça aussi. Mais je trouve que du coup, c'est un peu. Donc, je comprends sa philosophie de dire, bah, j'y vais pas pour pas me ridiculiser, etc. Mais sauf que du coup, on envoie un remplaçant à sa place qui, lui, du coup, ne s'attendait pas du tout à participer et qui sera juste pas prêt, quoi. Que ce soit, on va dire, mentalement ou même physiquement. Peut-être que le gars était en période de repos pendant ses JO et donc il est juste pas du tout dans son pic de forme. Il va être en souffrance pendant 2 jours et bah ouais, là-dessus, je trouve ça un peu dommage. Surtout que le décathlon, c'est un sport super exigeant et hyper complet. Donc, ça va être compliqué pour lui de se mettre tout de suite dedans alors qu'il a été prévenu très, très tardivement, comme tu le disais. Ouais, bah, c'est une petite déception, mais en même temps, c'est vrai qu'on s'y attendait. Ça fait plusieurs mois que déjà il a plus ou moins galéré à faire les minima olympiques. Il les a fait, il me semble, allez, un mois avant les JO. Donc c'était très compliqué déjà de rien que de participer aux Jeux olympiques. Malheureusement, il se blesse 2, 3 semaines avant la cérémonie d'ouverture. Là, bon, bah, c'était déjà quasiment certain qu'il puisse pas participer. Il a poussé jusqu'au bout, il a fait des tests, je crois, hier, avant-hier, pour voir s'il pouvait tenir sur un 100 mètres. Et il peut pas, donc il a déclaré forfait hier. Et ouais, c'est un peu tardif comme annonce. Je pense qu'on pouvait s'y attendre depuis déjà un moment. Après, c'est normal aussi qu'il ait espéré jusqu'au bout et que voilà, c'est les JO en France. Je pense qu'il avait vraiment très très envie de pouvoir y participer. C'est sûrement ses derniers vu qu'il a, je crois, 32, 33 ans. Donc c'est ouais, c'est dommage, mais voilà. Après moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est de pas essayer parce que bah il est quand même assez âgé pour le sport, donc c'est ses derniers JO. Il aurait peut-être pu quand même participer, même si je sais pas. C'est ma Ouais, ça vision peut des être choses en tout cas, dangereux pour mais lui. s'il le sent pas, voilà. Ça peut être dangereux en cas de blessure, surtout que, voilà, comme je disais, c'est un sport hyper complet. Et là, je pense que son staff médical a peut-être aussi dit non, n'y va pas, alors qu'il a quand même eu, je sais plus, j'ai noté sa blessure. Il a quand même une rupture quasi totale du tendon du semi-membraneux, qui est quand même une blessure qui pardonne pas trop, notamment dans ce genre de discipline. Et puis, vaut mieux partir comme ça, plutôt la tête haute, en se disant j'ai fait ce que j'ai pu, que partir sur soit une blessure,
soit une défaite totale devant toute la France. Après, on a eu la désillusion de Kevin Meyer, mais on a aussi eu en équipe, en sport équestre, l'élimination d'un de nos chevals qui a pas passé la visite médicale et qui a été obligé aussi de faire appel à un remplaçant. Donc du coup, c'était aussi des désillusions qu'on peut noter pour cette semaine. Ouais, bah en fait, ce qu'il a dit en interview, c'est qu'il n'était pas à 100% pendant les tests, il était à environ 85% comme il l'a dit. Et donc une telle différence, voilà, de 15% sur la performance au JO, bah c'est pas possible, quoi. Donc autant, on comprend complètement sa décision. Autant déclarer forfait Mm. directement. Complètement. Et on verra du coup, effectivement, peut-être il sera trop âgé pour refaire les JO dans 4 ans, mais on pourra toujours voir s'il peut les faire, ceux de Los Angeles du coup, dans 4 ans. Il y a un autre Français qui est aligné sur le décathlon, qui est pas du coup le remplaçant de Kevin Meyer, hein, qui avait fait les minima olympiques avant, et qui a aussi une chance de médaille en fait, donc faut aussi en parler, je pense. Parce que pour le coup, Kevin Meyer, je pense qu'il aurait pas forcément pu faire de médaille malgré sa participation, donc voilà. C'est vrai qu'il a une image peut-être très Ouais, médiatisée pour au final on a peu de beaucoup chance, parlé pour alors pas qu'effectivement. grand-chose, quoi. Et bah, on va remettre en question ce conducteur du coup. Non mais tu fais bien de parler de ce second athlète qu'on suivra la semaine prochaine et ce sera peut-être l'occasion de parler de sa potentielle médaille. En tout cas, on croise les doigts pour lui et on espère qu'il en aura une. Mm, On suivra ça et ce sera l'occasion de le médiatiser un peu voilà. plus puisqu'il est peut-être un peu effacé derrière Kevin Meyer. Non mais complètement et justement malgré ces désillusions, on a vu qu'on avait de nombreuses médailles, cette semaine quand même une pluie de médailles et on atteint des records par rapport aux autres éditions au même stade de la compétition. Je pense très, très rapidement parce qu'on avance le temps file dans cette émission très vite, mais rapidement je pense qu'on est assez unanime tous pour dire que ça porte les athlètes d'être dans leur pays, dans leur propre pays. Oui, bien sûr, on a vu une ambiance de fou vraiment depuis le début de ces Jeux. Les athlètes sont vraiment portés. En plus, c'est dans des lieux souvent qui sont du coup, il y a quand même de nombreuses places, mais c'est pas non plus des stades géants, etc., où du coup, il y a des fois une, euh, un niveau pluriel de nationalités dans les tribunes. Il y a énormément de Français quand même. Donc à chaque fois qu'un Français peut entrer en piste dans n'importe quelle compétition, c'est assez, il y en a vraiment que pour lui, quoi. J'ai eu la chance du coup d'aller à Roland-Garros. Sur les cours annexes, c'est 90% de Français pour 10% de supporters étrangers. Donc voilà, quand les Français ils rentrent sur le terrain, ils sont vraiment portés. Après, ça peut être aussi source de pression, hein. Euh, mais euh, mais voilà, je pense que ça leur donne quand même aussi un boost, en tout cas au début, de se sentir autant portés par leurs supporters. On a la chance aussi pour les athlètes français d'être dans des lieux mythiques, le Grand Palais, Roland-Garros, enfin et j'en passe. C'est vraiment en plus avec une présence de public qui est assez importante pour notre camp français et ce malgré des fortes chaleurs comme on a pu le voir sur ces derniers jours et surtout un village olympique et un club français qui est constamment présent et constamment derrière nos athlètes finalement qui ont vraiment un lieu de recueil post-victoire qui est impressionnant. Ouais, moi j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant l'ambiance. Il y a énormément de Français, je trouve, dans les tribunes par rapport aux autres nations. Et puis je trouve aussi il y a un fort contraste avec les JO d'il y a 3 ans du coup, qui étaient pendant le Covid, donc il y avait vraiment personne. Donc là je pense que du coup ça fait un contraste assez impressionnant. Et c'est une des premières fois qu'on a une aussi grosse compétition depuis le Covid avec vraiment un public et voilà, et les athlètes d'ailleurs en parlent beaucoup, ils sont très contents qu'il y ait cette ambiance de feu clairement dans chaque épreuve. Donc ouais, c'est assez fou. Ouais, je pense aussi que l'encouragement des athlètes français par les spectateurs français, ça fait une belle différence. Par exemple, ouais, Léon Marchand, qui à chaque fois sortait de l'eau, on criait pour lui dès qu'il sortait de l'eau lors de la natation. Je pense que ouais, ça joue beaucoup à leur niveau-là de
avoir un tout petit peu d'encouragement, c'est un petit facteur, mais à leur niveau, ça fait une belle différence, je pense. Bah, on le voit aussi, la présence de Français, notamment pendant le combat de Roman, qui l'a poussée en quart de finale et qui l'a amenée là où elle en est arrivée, avec un hippon en quelques secondes. On n'a même pas eu, on est arrivé à 3 secondes 26 de la fin de jeu, qu'elle avait déjà un hippon et qu'elle s'assurait déjà une place devant un public français qui était complètement fou et complètement derrière elle pour une joueuse de judoka, enfin pour une judokate pardon qu'on n'attendait pas du tout. Et ça peut être aussi par contre un peu déstabilisant au début, je pense, peut-être moins le cas maintenant qu'une fois les phases, éliminatoires, passées et qu'on arrive en quart ou demi ou finale. Je pense que c'est peut-être moins déstabilisant à ce stade-là, mais au début, ça doit faire quand même un peu bizarre de se retrouver avec, des stades qui sont fortement remplis, qui nous acclament, dans des disciplines peut-être aussi où on a moins l'habitude d'avoir des stades autant remplis et où on est autant supporté. Je pense que c'est une pression supplémentaire, surtout dans les sports où on a quand même de la concentration. À Roland Garros, notamment Bastien, je pense que ça peut être ultra déstabilisant pour le tennis et pour les joueurs, que ce soit français ou même les adversaires. Bah, c'est sûr qu'au tennis, il y a vraiment un gros impact. Moi, j'ai pas été témoin, par contre, de scènes, on va dire, anti-sport de la part des supporters. Mais les sportifs français, du coup, les tennisman français que j'ai pu voir, ont été quand même globalement plus portés par le public. Et c'est là où le public peut jouer énormément, c'est sur le moral des adversaires en face. J'ai aussi vu un autre match de Stan Wawrinka, hein, donc qui est suisse, mais qui est extrêmement aimé de la part des supporters français. Et son adversaire en face a dû batailler pour pouvoir s'imposer, parce que justement à cause du public, alors que normalement il n'y avait pas photo entre les deux. Mais du coup, voilà, Wawrinka porté par le public français et les quelques supporters suisses qui étaient présents, son adversaire a dû vraiment s'employer. En plus, il y avait un très grosse chaleur ce jour-là, donc ça joue à rien et le public a peut-être failli faire basculer une rencontre qui, de base, on va dire sans public, aurait pu être jouée d'avance. C'est vrai que pour même les équipes étrangères qui viennent en France, comme tu disais, ou en tout cas l'équipe qui est la moins supportée, ça peut être beaucoup, et très déstabilisant de se retrouver face, à un adversaire qui est acclamé et qui du coup est plus porté dans la compétition que soi-même. Et justement, on abordait, tous ces athlètes, qui vont performer, et on vous évoquiez un peu les différents lieux un peu somptueux qui, sont présents dans la capitale. C'est vrai qu'on a un cadre pour ces JO assez extraordinaire. Je pense qu'on n'a jamais vu, de lieu olympique et de stade olympique, aussi beau qu'à Paris. Bon, on est peut-être un peu chauvin, c'est peut-être pour ça qu'on dit ça, mais je pense que quand on regarde la presse même étrangère, et on voit les correspondants qui sont en France, je pense qu'ils sont assez unanimes pour tous dire la même chose. Et du coup, ça permet d'avoir des milliers de spectateurs qui viennent aux Jeux. On a un peu eu un géobashing avant l'organisation des Jeux. C'est vrai que on a entendu pas mal de critiques envers l'organisation des Jeux. Maintenant qu'on est vraiment pendant les Jeux, quel regard est-ce que vous portez et comment vous avez trouvé un peu l'organisation, notamment toi, Bastien, qui s'est rendu sur des épreuves cette semaine? L'orga est vraiment bien, que ce soit niveau transport, tout ça, on n'a pas eu de problème. Enfin, après, on a eu un moment un train annulé, mais c'est pas bon pour un Parisien comme moi, on a globalement l'habitude, donc c'est pas un souci. Mais normalement, ouais, non, l'orga est vraiment bien. Bah, il y a aussi un fait hein, quand même, c'est que il y a quand même de nombreux travailleurs du coup parisiens qui ne prennent plus les transports, qui travaillent de chez eux ou qui du coup ont pris leurs vacances à ce moment-là. Donc franchement, moi d'habitude sur les transports, quand on se rend sur Paris, à l'aller, enfin, les rames de RER ou métro sont toujours remplies. Là globalement, sur les premiers arrêts que je fais, on est enfin, presque tout seul quoi. Donc voilà, il y a pas non plus de grosses masses, il y a vraiment des grosses masses de personnes autour des sites. Mais sinon c'est vraiment bien. C'est globalement bien organisé. Après, pour ma part, j'ai eu l'impression de me faire avoir à Roland-Garros. Mais ça, c'est, je pense, juste un système d'organisation propre à Roland-Garros qui fait que c'est pas, on finit souvent déçu quand on prend des places sur le cours central. Donc ouais, quand on va à Roland-Garros, autant prendre vraiment les places les moins chères pour aller juste sur les cours annexes
et au final on sera pas déçu, on va vivre les meilleures ambiances possibles. On va avoir un niveau de jeu qui est déjà extra, hein, puisque c'est des joueurs pros et et euh, et globalement un aspect très chaleureux en comparaison du cours central. Et au final, on n'est pas déçu des affiches en compte. Et puis même, bah, vous pourrez nous faire vivre, je pense, dans les prochains jours, la suite des épreuves et voir un peu comment ça se passe sur, les autres sites des JO. Mais c'est vrai que les retours ont l'air quand même plutôt positifs. Là, on attendait, certains étaient un peu plus sceptiques au début et là, les JO ont l'air de très bien se passer quand même. Après, je voulais juste revenir sur un truc. Après, là, il y avait pas mal de gens, enfin, j'entendais les gens se plaindre, moi, quand j'étais à Roland. On était tombé sur une journée où il faisait extrêmement chaud, il faisait vraiment 35 degrés. Et le problème, c'est que Roland-Garros, c'est juste pas équipé pour des journées comme ça, parce que le stade est construit pour la période du tournoi. La période du tournoi, c'est en mai. Et du coup, ça manquait vraiment de fontaine à eau. Tout le monde était en train de se dessécher sur place. Et sauf que du coup, tu as une fontaine autour du deuxième plus grand stade, qui est le Suzanne Lenglen. T'en as peut-être cinq autour du Châtrier. Et on avait du coup des queues interminables autour des stades. Et même dans les toilettes, ça faisait la queue juste pour aller boire de l'eau, quoi. Donc du coup, ouais, là-dessus, ils pouvaient pas faire grand-chose. En mai, il fait pas 35 degrés et les gens ont pas aussi chaud. Et donc là, du coup, c'était un peu un petit coup de malchance, quoi, de tomber sur une journée aussi chaude et de souffrir autant de la chaleur et pas forcément pouvoir s'hydrater comme les gens le voulaient, quoi. C'est vrai que c'est jamais mince affaire d'organiser les Jeux olympiques et il y a quelques petits déconvenus. Bah, là, tu parlais de la chaleur, par exemple, et je pense qu'il y en a d'autres à noter. Mais globalement, ça reste quand même des JO qui ont l'air plutôt très bien organisés. Et on va revenir justement sur l'organisation des précédentes éditions avec ta chronique, Bastien, dans ta rétro. Ouais, donc du coup, dans cette chronique, eh ben, je voulais aborder l'organisation des Jeux Olympiques de Montréal, qui s'était déroulée en 1976. Donc c'était des Jeux qui avaient vécu à l'époque de nombreuses critiques, un peu comme en France sur la Seine par exemple. Mais sauf qu'en comparaison, à l'époque, bah, le Canada partait en 2-0, vraiment en termes d'infrastructure. Et le maire de Montréal voulait justement enfin, pouvoir produire les jeux les plus beaux avec du coup des infrastructures les plus grosses, les plus complètes, les plus complexes, du coup architecturalement parlant. Sauf que du coup, bah, ce type d'infrastructures ont un coût énorme. Et bah, sauf qu'à l'époque, bah, c'est le contribuable qui a dû payer, car les sponsors bah, n'existaient pas forcément. Et c'est que aux jeux suivants qu'ils se sont rendus compte que en fait les sponsors étaient indispensables si on voulait financer des jeux. C'est extrêmement coûteux, bah, du coup, à construire des stades, couvrir les frais. Et bah, du coup, le maire de Montréal, Jean Drapeau, la construction, ça a été une catastrophe. Au final, le stade avait même pas été terminé au moment du début des Jeux, le stade olympique. Et aussi à cause de la complexité, hein, parce que du coup, Montréal, c'est au Québec. Et bah, il y a une énorme chute de température durant l'hiver, ce qui complique grandement la construction d'énormes édifices comme le voulait le maire de l'époque. Et au final, bah, les frais donc pour 1976 n'ont été remboursés que en 2006. Donc c'est aussi pour ça qu'il est compliqué aujourd'hui de trouver des villes voulant accueillir les Jeux à cause de leurs coûts, parce que bah c'est vraiment un gros trou dans le budget au final à chaque fois. Et les sponsors bah maintenant donnent énormément d'argent, mais sauf que bah construire aussi maintenant coûte toujours de plus en plus cher. Donc voilà, c'est là où Paris aussi est une réussite, c'est qu'on a profité de ça pour rénover d'anciens lieux comme l'escrime où franchement on a un lieu qui est magnifique. L'entrée des escrimeurs et escrimeuses est folle. On a l'impression qu'ils vont faire un combat comme au Moyen Âge. C'est juste extra. Et on a aussi bah, du coup des lieux. On a réussi à construire des épreuves pardon qui vont pouvoir être réutilisables et déplaçables comme bah, du coup la piscine olympique c'est sous forme de kit. Donc ils vont pouvoir l'enlever comme le parc de BMX ou de skate par exemple, ça va être des choses qui vont pouvoir être déplacées, ils le mettront autre part pour en faire profiter, on va dire les gens lambda quoi. Et bah, sauf que du coup il y a un problème qui se pose, c'est une sorte de privation des jeux par les villes bah, qui possèdent déjà ces infrastructures. Et donc du coup un manque de renouvellement. Et voilà, pour rappel, bah, aucun jeu n'ont eu lieu sur le continent africain et seulement deux jeux ont eu lieu, il me semble, dans l'hémisphère sud avec l'Australie.
Donc voilà, il y a quand même une question des Jeux Olympiques qui se pose vis-à-vis de l'organisation à chaque fois, chaque année. Nous, les Jeux, on les a eu à Paris parce que toutes les autres nations s'étaient désistées, hein, en fait, finalement. Il me semble que l'Allemagne s'était désistée parce que c'était juste trop coûteux dans le budget du contribuable. Mais du coup, ouais, tu disais que les Jeux vont laisser un ancrage quand même en France avec des infrastructures. Ils ont réutilisé pas mal d'infrastructures déjà existantes et le matériel un peu, on va dire, qui n'est pas perpétuel. Et justement, tu disais le matériel pour la piscine ou de BMX vont pouvoir être réutilisés dans d'autres villes. Et ça, c'est quand même des bonnes choses, malgré effectivement que le fait que des villes en France aient déjà des infrastructures, on n'en est pas profité pour ces Jeux. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le côté dommageable pour cette édition. Et concernant aussi, on parlait d'ambiance tout à l'heure. Il y a eu pas mal d'ambiance aussi au Club France. Je ne sais pas si vous avez pu voir un peu des images passer. L'ambiance a l'air d'être au rendez-vous. Ouais, le Club France, ça a l'air assez dingue pour le coup. J'ai la chance de pouvoir vous partager ce moment-là la semaine prochaine et de vous emmener avec moi pour un petit tour au Club France. J'espère que je pourrai profiter de ce moment pour avoir une ambiance comme on a eu cette semaine sur des grosses comme des petites épreuves, puisqu'on a vu que l'ambiance était dingue, peu importe l'épreuve, du moment que le clan français était présent, c'était vraiment tout ce qui importait ce Club France. Et on suivra ça cette semaine, Elena. Tu nous proposeras justement cette capsule sur notre compte Instagram, TikTok et YouTube Shorts, Focus le média. Et puis, un autre de nos journalistes est lui déjà en direct depuis le Club France à Nantes. Salut Davian, comment l'ambiance est sur place? Salut Romain, salut toute la team des JO. Et oui, je suis au Club France à Nantes, délocalisé pour l'occasion. Vous avez ici la compétition où sont diffusés les matchs, les épreuves des différents sports. Et tous les soirs, également, un concert qui se tient. Il se tient juste ici, c'est tous les soirs. Et c'est accessible gratuitement pour les personnes. C'est aussi une façon de démocratiser les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ici, en plein cœur de Nantes, c'est ouvert de midi à minuit chaque jour. Super Davian, et écoute, ça donne envie de te rejoindre pour faire la fête avec toi. D'ici là, pour nous, c'est déjà la fin. Je sais pas si vous voulez rejoindre Davian pour faire la fête peut-être. Oui, ça donne envie, ouais. Mais ça donne envie en tout C'est cas. un peu loin, Là, on est un peu loin. On va essayer de le rejoindre. Justement, c'est la fin de ce deuxième épisode. Merci évidemment à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à vous quatre d'avoir été au rendez-vous. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, toute la semaine, on va pouvoir continuer de suivre les JO ensemble sur nos réseaux sociaux, notamment chaque soir en story Insta avec Charlotte. Et puis, en article, évidemment, des capsules. Vous l'aurez compris, focus évidemment concentré sur les JO à suivre sur chacun de nos réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente nuit d'été.